Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous voir aussi nombreux. Alors, évidemment, il y a des têtes que je reconnais, donc c'est pour les autres que je vais me présenter. Je suis Sylvie Thirion, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, donc à l'école de médecine, donc sur le campus Timone. Je suis rattachée pour mes recherches à l'Institut de neurosciences des systèmes. Donc vous comprendrez, je suis neurobiologiste, neuroendocrinologue, on va dire, de formation et d'expérience. Et je suis donc très impliquée dans tout ce qui est communication envers tous les publics, diffusion scientifique. Et donc, à ce titre, eh bien, j'ai fondé, je suis encore la présidente de l'association Valbiome, dont vous avez là le logo sur la diapo. Et vous avez aussi le petit QR code qui vous permet, si vous le scannez, sinon j'en ai un petit peu en papier, mais de suivre les différentes activités, soit que je réalise, soit que j'organise. Donc il y a des choses très sympas à venir. Je pense par exemple à une après-midi avec l'association Zonta. Je ne sais pas si vous connaissez cette association qui œuvre pour la défense des droits des femmes dans tous les pays. Et j'aurai l'honneur de partager la scène avec Boris Cyrulnik. Ça sera en mars à Martigues. Donc voilà, il y a ce genre d'événements. On a aussi beaucoup, ben voilà, je peux passer à ma diapo suivante. Je suis très impliquée dans la Semaine du cerveau qui est gérée sur Marseille par une asso qui s'appelle cerveau.com. C'est un événement annuel, national, voire international. C'est organisé dans plus de 20 villes en France. Et la 3e semaine de mars, donc c'est vraiment différents types d'événements organisés bien, pour tout un chacun, pour tous les publics. Des conférences, des débats, des bistrosciences et j'en passe. Et donc, on a aussi des têtes d'affiche là, cette année. On invite des conférenciers experts donc, dans leur domaine pour parler donc, au-delà de leur recherche, mais de la thématique qui les intéresse en recherche. Et nous aurons Francis Eustache cette année qui sera à la Faculté des sciences de Saint-Charles. Francis Eustache a beaucoup travaillé, il est assez médiatique, peut-être que vous le connaissez, et il a beaucoup travaillé sur mémoire et émotion. Et en fait, il est co-responsable du programme victime du 13 novembre, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai un trou. Donc, avec les survivants, on va dire, du 13 novembre et en fait, le Bataclan, oui. Là. Et donc, il viendra, je crois que c'est le 11 mars. Et puis aussi Jean-Philippe Lachaud. Alors, je ne vais pas vous dire tout le programme, mais suivez ça de près. Je ne sais pas si on se revoit d'ici là, donc n'hésitez pas. Et moi, j'affiche sur, via ça s'appelle un Linktree, c'est-à-dire si vous allez sur ce lien web, et vous tombez sur plein d'autres liens qui vous renvoient vers ces différents événements. Alors aujourd'hui, donc, on parle du cerveau en mouvement et des bienfaits de l'activité physique. Alors peut-être que vous connaissez la recommandation. Qu'est-ce qu'on nous recommande assez régulièrement d'ailleurs dans les médias? De bouger, certes, et quelles sont les recommandations en nombre de pas? Alors, j'entends des 5 000, des 7 000. Madame dit 10 000. Oui, ce qu'on entend beaucoup, c'est 10 000 pas par jour. Objectif, 10 000 pas par jour. Alors, je félicite ceux qui ont pu citer 5 000 ou 7 000 dans le sens où c'est 10 000 pas par jour qui sont un petit peu, donc, on ne va pas dire une injonction, mais enfin, c'est répété à souhait. Et c'est une campagne qui, évidemment, est importante. Bouger, j'espère que je vais vous en avoir convaincu à la fin de cette conférence, c'est majeur. Mais néanmoins, eh bien, il faut savoir que 10 000 pas, c'est environ 1h30 de marche, hein, selon le rythme auquel on marche. C'est souvent difficile à concilier avec l'ensemble de nos contraintes, qu'elles soient familiales ou personnelles. Donc, par contre, on le reverra tout à l'heure en termes de nombre de pas, ça va être différent un petit peu déjà selon les situations, puis ça ne va pas être les seules choses qui vont compter.
Alors l'état des lieux, c'est que néanmoins, eh bien, Homo sapiens, hein, comme c'était indiqué ici, ne bouge plus assez. Là, vous avez le nombre de pas. Donc, c'est une étude qui a porté sur 50 000 personnes sur 4 continents. Elle date de 2022. Et vous voyez que ceux qui se déplacent le plus, donc, qui font le plus de nombre de pas par jour, hein, là on est nombre de pas par jour, c'est plutôt les pays asiatiques avec la Chine, le Japon. Ensuite, on a Russie, Royaume-Uni. La France n'est pas si mal placée avec plus de 5000 pas par jour. Et ensuite, eh bien, il y a des populations qui bougent encore moins. Alors, vous voyez ici déjà une indication. Il est recommandé pour les seniors de faire minimum 7000 pas par jour. Pour les jeunes adultes, 9000 pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça est un petit peu à pondérer par d'autres types d'activités. Alors, vous voyez ici, pour vous donner une idée, eh bien, on peut classer donc, les gens qui sont très actifs, c'est ceux qui vont faire 12 500 pas et plus, les actifs, les moyennement actifs ou modérément, faiblement. Et puis, il y a toute cette population-là de ce qu'on appelle les personnes sédentaires, dont beaucoup d'entre nous font partie, en particulier, je dis beaucoup d'entre nous, je m'inclus, parce que quand on a un travail relativement de bureau, quand on a des contraintes, soit qu'on s'impose, soit qui sont posées par la vie, c'est quelquefois un petit peu compliqué de beaucoup bouger. Alors, est-ce que les recommandations donc, sont suivies? Bien là, vous avez un petit peu un état des lieux sur le niveau d'activité physique, alors à tous les âges de la vie. Alors les recommandations, elles sont suivies par une femme sur 2, 3 hommes sur 4, et selon l'âge, vous voyez ici les enfants, eh bien, il y a quand même 4 enfants sur 5 qui ne pratiquent pas d'activité physique quotidienne. Dans le sens où on l'entend, je vais vous l'expliciter un petit peu après. 2 adolescents sur 3 qui ne sont pas dans les recommandations, donc par rapport à leur âge, un adulte sur 3 et également un senior sur 3. Donc, puisque vous voyez ici, les petits camemberts représentent en rouge eh bien, ceux qui ont une activité physique, un niveau d'activité physique faible. Alors, les recommandations, bien, elles sont données par l'Organisation mondiale de la santé. Elles varient un tout petit peu selon l'âge. Elles varient plus entre les enfants et adolescents. Ensuite, adultes et personnes plus âgées, c'est assez semblable. Ça va être plus le type d'activité qui est recommandé qui va varier. Alors, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais à savoir que, eh bien, il est recommandé d'une part d'avoir des activités qu'on appelle d'endurance et d'autre part aussi des activités de type aérobie, c'est-à-dire où on vient solliciter à ce moment-là notre système respiratoire, notre système cardiaque, c'est-à-dire l'activité physique un peu plus intense. Donc vous avez tout ça, je vous laisserai le consulter, vous trouvez ça sur le site de l'OMS. Vous voyez que pour les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans, c'est aussi au moins 150 à 300 minutes d'activité physique, donc d'intensité modérée et au moins 75 à 150 minutes d'activité physique soutenue. Alors, il y a aussi d'autres types de bénéfices que l'on peut tirer d'activités mobilisatrices de notre organisme. Donc, ça va être les activités de renforcement musculaire, ça va être les activités d'étirement, également donc de yoga, comment ça s'appelle ? Voilà, tai chi ou autre. On en reparlera un petit peu tout à l'heure par rapport à ce qui a été observé, puisque vous comprenez que moi je vais faire le lien entre bien cette santé, cette activité physique et notre santé, et puis aussi avec un focus sur le cerveau. Et les enfants et ados, là c'est au moins 60 minutes par jour, au moins 3 fois par semaine des activités donc soutenues. Donc
l'école, heureusement, contribue un petit peu, mais évidemment ne peut pas remplir la totalité de ce programme. Et on sait que nos jeunes eh bien, sont de plus en plus passifs et assis, en particulier devant leurs écrans. Et tout ça eh bien, est assez néfaste. Alors si on retient le message clé de l'OMS, c'est l'activité physique, elle est bonne pour le cœur, pour le corps et aussi pour l'esprit. Le cœur, le corps, je pense que ça parle à tout le monde. L'esprit, quelquefois, on a moins cette vision-là. Ensuite, eh bien, toute activité physique vaut mieux qu'aucune activité physique. Et évidemment, plus, c'est mieux, mais déjà de pouvoir donc bouger, quel que soit le moindre mouvement compte. Et le renforcement musculaire, on ne bouge pas particulièrement, sauf notre corps, mais on n'avance pas, eh bien, il est bénéfique. Et par contre, une sédentarité excessive va être mauvaise pour la santé. Et tout le monde a intérêt à être plus actif et moins sédentaire. Néanmoins, la sédentarité, je vous le disais tout à l'heure, ça concerne beaucoup de monde. Si on prend un petit peu la journée type d'un parent ou d'un couple donc qui travaille dans des activités de bureau, qui a des enfants, qui a les contraintes horaires, ça va constituer leur journée à prendre la voiture, à aller conduire les enfants à l'école, ensuite aller au travail et puis aller faire quelques courses le soir, rentrer à la maison. Et souvent on se gare au plus proche parce que on est pressé. Et tout ça donc donne quelque chose comme entre 2000 et 3000 pas par jour et plus de 7 heures en position assise, qui là aussi n'est pas terrible pour notre organisme. Alors si on fait un petit pas en arrière et qu'on vient voir du côté de nos ancêtres, en fait eux, ils en faisaient des pas. Et ils en faisaient, alors ça a été estimé à plus de 13 000 pas par jour. Pour la simple et bonne raison que pour eux, c'était vital. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils se déplacent pour aller chasser, il fallait qu'ils construisent leur abri, il fallait qu'ils aillent à la cueillette, il fallait qu'ils changent quelquefois de lieu d'habitation, je pense aux nomades, etc. Donc, c'était une activité physique qui était assez importante. Et quand on regarde donc les 13 000 pas par jour, allez, on va dire entre moins 10 000, à peu près moins 10 000 ans, ça fait 30 000 générations. Et donc petit à petit, ça a réduit. Et là, depuis environ 3 générations, parce que quand même, si on va regarder un petit peu moins loin dans le temps, il y avait aussi beaucoup plus d'activités physiques nécessaires. On bougeait beaucoup plus, on n'avait pas tous les moyens actuels pour se déplacer de façon motorisée ou autre. Et donc, tout ça, ça vient augmenter la sédentarité, l'obésité, le diabète, des maladies chroniques, on y reviendra. Et notre génome dans tout ça, c'est-à-dire ce qui nous constitue, nos gènes, notre ADN, lui, il n'a pas évolué comme a évolué notre façon de vivre. Donc, en fait, il y a un besoin de notre organisme d'un certain seuil d'activité physique que l'on ne lui donne pas. C'est vraiment un besoin. Donc ça donne quoi ? Ça va donner des douleurs, ça va donner une fatigue, ça va donner cette prise de poids parce qu'on ne brûle pas assez d'énergie. Puis souvent, ça va aussi venir entraîner un peu de culpabilité. On le sait bien qu'il faut bouger. Je suis sûre qu'avant de rentrer ici, vous aviez déjà tous cette notion bien en tête. Donc il y a vraiment cette idée quand même à bien avoir que on est construit par notre génome, par notre organisation, l'organisation de notre organisme, pour dépenser un certain nombre de calories, une certaine énergie. Et toute cette machinerie-là, si on ne lui fournit pas cette dépense énergétique, dysfonctionne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le poids du cerveau. J'ai une diapo, tiens, je vais d'abord passer celle-ci.
notre cerveau, à quoi il ressemble? Eh bien, déjà, il faut savoir que 3/4 de notre cerveau, c'est de l'eau. Mais ça, c'est vrai pour l'ensemble de notre corps. Et les cellules majeures du cerveau sont les neurones, et il en possède 86 milliards. Ça fait beaucoup, hein? Quand on vient déshydrater ce cerveau, c'est-à-dire si on vient enlever les 3/4 d'eau, là, eh bien c'est en grande majorité du gras, de la graisse. C'est indispensable et c'est aussi un composant donc très important pour plein de choses dans notre organisme. Souvent, le mot graisse ou lipide a plutôt une connotation péjorative, mais pas du tout là pour il remplit un grand nombre de fonctions. Et comment ils communiquent, ces neurones? Parce que ces neurones, 86 milliards, il n'est pas question de les laisser comme ça, désordonnés, et ça va être une communication permanente entre ces neurones qui va permettre donc de faire tout ce qu'on fait à longueur de temps, et d'un point de vue donc de toutes ces fonctions auxquelles on n'a pas besoin de réfléchir et qui ont lieu, la respiration, le fait que le cœur batte, etc. Et puis tout ce qui va être aussi nos comportements, des plus simples aux plus complexes. La communication entre les neurones, elle se fait par l'électricité et par de la chimie. C'est-à-dire qu'un neurone, il va avoir un signal électrique, je ne suis pas sûre d'avoir ma diapo ici, qui va se propager et ensuite qui va venir communiquer au deuxième neurone par des molécules chimiques. L'électricité ne passe pas là au niveau de cette connexion entre les neurones qu'on appelle la synapse. Et donc, eh bien, si on vient additionner toute cette activité électrique qui sont générées par les neurones, il produit assez d'électricité pour allumer une ampoule. Donc vous voyez que ça fait pas mal. J'ai affiché, avant de vous poser la question, cet organe, ce cerveau, il pèse environ 1,3 à 1,5 kg. Si on prend le poids moyen d'un individu, autour de 80 kg, et qu'on fait une règle de 3 très rapide, ça fait un petit pourcentage seulement. Allez, on va dire, il fait 2% du poids de notre organisme. Et pourtant, il est gourmand. C'est-à-dire que c'est un organe qui a un poids relativement faible par rapport à l'ensemble de notre corps et qui pourtant consomme 15 à 20% de l'énergie corporelle. Alors ça n'a pas toujours été le cas, et en fait, donc si on revient ici à l'évolution d'Homo sapiens, eh bien c'est la bipédie, c'est-à-dire c'est quand les grands singes ont commencé à se mettre debout sur deux pieds que ça a entraîné le développement très important et des muscles squelettiques. On va y revenir tout à l'heure. Les muscles squelettiques, c'est ceux qui nous permettent de bouger, et également du cerveau. Puisque vous voyez ici que chez les australopithèques, c'était 0,3 à 5 décimètres cubes. Chez Homo sapiens, c'est 1,35 décimètres cubes. C'est-à-dire que ça a fait x3. Et pourquoi il s'est développé en volume et en poids, ce cerveau? Eh bien parce que petit à petit, au cours de l'évolution, sont arrivées des fonctions de plus en plus complexes, ce qu'on appelle les fonctions cognitives de haut niveau. Et où s'est fait le développement principal donc, de ce cerveau? Vous voyez, c'est toutes ces zones en rose là qui constituent la périphérie du cerveau qu'on appelle le cortex. Et ce cortex, alors vous avez ici une représentation très ancienne et considérée comme fausse maintenant, mais disons, elle est trop naïve, mais en tout cas, elle a l'avantage de vous montrer qu'on peut considérer ce cerveau sous forme de 3 niveaux. Donc, le cerveau reptilien qui va
gérer toutes les fonctions automatiques, on va dire. Si on veut faire simple également, le système limbique qui va être, lui, au cœur de tout ce qui est émotion, de tout ce qui est mémoire, et puis ce néocortex, là, qui est la zone périphérique qui va permettre de mettre tout ça en lien et également de porter ces fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives, on va un petit peu les développer après, mais ce qu'il faut retenir d'une façon simple, c'est que ça va être toutes les choses qui vous permettent, qui permettent à un individu de réguler de façon fine et de façon volontaire ses pensées, ses comportements pour atteindre un objectif. Pour atteindre un objectif ou aussi pour s'adapter à une situation qui est nouvelle ou à une situation qui est complexe. Alors la sédentarité, je vous disais, elle est mauvaise pour la santé. C'est quelque chose qui est bien montré et où il y a des niveaux de preuve maintenant vraiment suffisants pour savoir bien que, par exemple, les pathologies cardiovasculaires, bien, quand on est dans cette catégorie de personnes trop sédentaires, qui ne bougent pas assez, elles sont augmentées, le risque est augmenté de 30%. Pour ce qui est diabète de type 2 et maladies métaboliques de façon large, bien, c'est une augmentation de 27% du risque. Pour les cancers aussi, alors là, je vous ai mis les chiffres de ce qui a été donc mesuré pour le cancer du côlon et le cancer du sein, mais il y a fort à parier que ça soit le cas pour tous les cancers. Et bien là aussi, la sédentarité vient augmenter de façon notable le risque de développer donc ces pathologies. Et puis c'est en lien aussi avec l'obésité, ça augmente les risques d'obésité. Les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui est aussi quelque chose qui touche de plus en plus de personnes, et également la santé mentale. Sachez qu'ici, vous voyez, mortalité, je vous ai mis 5 à 8 ans. En fait, il a été mesuré, il a été calculé par rapport à un tas de données épidémiologiques que l'espérance de vie était augmentée de 5 à 8 ans chez les personnes actives par rapport aux personnes sédentaires. Et ça, c'est un facteur indépendant, c'est-à-dire que si, par exemple, vous mangez mal, l'obésité, ça va augmenter aussi, bien sûr, le taux de risque de développer de l'obésité ou d'avoir une espérance de vie diminuée. Mais là, on est venu vraiment regarder les données uniquement pour tout ce qui était activité physique. Alors, pour comprendre un petit peu quels sont les liens avec, entre cette activité physique et ce cerveau, il faut que je vous parle de la plasticité cérébrale. Alors, ce cerveau, je vous ai dit, donc 86 milliards de neurones. Voilà à quoi il ressemble. Ici, ces neurones, vous avez donc, comme dans toute cellule, ici un corps cellulaire. Et puis, ils ont la particularité d'avoir des longs prolongements qu'on appelle des axones. Et puis aussi toute une arborisation, donc qu'on appelle des dendrites. Et ici, donc, vous avez tout un tas de neurones, là, ici, qui sont colorés en jaune. Et ici, vous avez un seul neurone. Il est celui-là vert. Et tous les petits points que vous voyez, eh bien, ce sont les synapses dont je vous parlais, c'est-à-dire ce sont les endroits où un autre neurone vient connecter ce neurone vert. Donc, on a des dizaines de milliers de synapses par neurone. Et tout ça, ça vient se développer donc, au fur et à mesure du neurodéveloppement, c'est-à-dire dès le fœtus, il y a un neurodéveloppement, puis dans les premières années de la vie aussi de façon importante, mais ce développement et donc cette connexion entre les neurones, elle va être essentiellement réalisée grâce à tout ce que l'on va
expérimenter, tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va rencontrer. Mais là, je parle de façon très très large, hein, c'est-à-dire que ce soit les actions volontaires, mais aussi l'environnement dans lequel on vit, mais aussi la façon qu'on a de s'alimenter, les interactions sociales, etc. Et donc, on est avec 86 milliards de neurones. Le bébé, il les a déjà, ces 86 milliards de neurones. Pourtant, vous aurez remarqué qu'il n'a pas les mêmes capacités qu'un enfant plus grand ou qu'un adulte. C'est d'ailleurs le petit du règne animal qui naît le plus dépendant de ses parents, avec les moins de capacité d'autonomie. Et donc tout ça, bien, ça va venir se former, ces synapses là entre les neurones au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure que l'enfant grandit, et aussi au fur et à mesure que eh bien, nous expérimentons, nous faisons différentes choses. Et cette plasticité cérébrale, eh bien, ça va être la capacité du cerveau à créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et surtout les connexions entre ces neurones, ces fameuses synapses là, qui étaient les petits points jaunes et oranges que je vous ai montrés tout à l'heure, juste avant. Et donc, il y a une capacité du cerveau à changer sa structure et ses fonctions. Et ça va être au cœur de nos souvenirs, notre identité, nos comportements et notre santé. Cette plasticité, on la connaît depuis pas mal de temps. Par contre, ce qu'on connaît depuis moins longtemps, c'est qu'elle est à tous les niveaux. Je vais vous développer un petit peu ce que j'entends par tous les niveaux et tout au long de la vie. Ça, c'est quelque chose dont il faut avoir bien conscience aussi. Alors, pour vous donner un exemple ici expérimental, les synapses, donc vous avez compris, là où deux neurones viennent se rencontrer, communiquer entre eux, eh bien, c'est ces petits points blancs, là, ici, c'est un axone, donc qui est observé au microscope. C'est des expériences qui ont été réalisées chez les souris où on est venu juste regarder ce qui se passait quand on venait cacher, mettre un cache devant un des deux yeux de la souris. Et ça pendant 4 jours. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Uniquement cette modification, donc la souris ne peut pas voir d'un œil, tout le reste, elle est libre absolument de tous ses comportements et rien d'autre donc ne l'affecte. Eh bien, on voit ici en bleu des épines qui ont disparu, c'est-à-dire des connexions synaptiques qui ont disparu, et en rouge d'autres qui sont apparues. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la plasticité synaptique. Donc il faut voir les neurones. Ici, vous voyez, j'ai schématisé ça avec ces petites billes là. Donc ici, ce neurone communique avec celui-là et avec celui-là. C'est très schématisé. Vous avez bien compris que c'est beaucoup plus nombreux le nombre de neurones qui sont connectés par un premier. Et donc ce deuxième va rentrer en connexion lui aussi avec différents neurones, etc. En fait, il faut bien voir que le cerveau est organisé en réseaux. C'est-à-dire que, là je vous parle souvent un neurone qui communique à un deuxième neurone, eh bien il faut le voir à une échelle, donc quand on dézoome un petit peu, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment ce qu'on appelle le connectome, c'est-à-dire des grands chemins de neurones qui communiquent dans une structure vers une autre et encore vers une autre. Et ces réseaux, donc il va y avoir des nœuds. En fait, il faut voir ça comme un plan de métro. Vous voyez, les nœuds, c'est les stations de métro et les réseaux, c'est les différentes lignes. Et si, alors à Marseille, ils se croisent, je crois, 1 fois ou 2 fois, mais enfin à Paris un peu plus et à New York encore plus, eh bien vous voyez donc la diversité des réseaux qui peuvent se créer. Alors, les nouvelles connexions qui s'établissent, c'est ce que je vous ai montré avec les expériences précédentes chez la souris. Bien, ça va être, par exemple, ce neurone qui communiquait déjà avec celui-là, il va faire quelques synapses de plus. Et puis, il ne communiquait pas encore avec ici mon deuxième neurone de niveau 1. Et bien là, il va créer de nouvelles connexions et ça va comme ça donc créer de nouvelles synapses. Il
peut y avoir aussi comme type de plasticité donc, cérébrale un neurone qui renforce sa connexion, c'est-à-dire qui lui parle plus fort au neurone 2. Ce que vous voyez ici avec la grosse flèche rouge. Et puis, ben là aussi, je vous l'ai montré expérimentalement sur l'image précédente, eh bien, c'est un neurone qui peut venir se déconnecter, c'est-à-dire des connexions synaptiques qui disparaissent. Donc, la force du signal d'une connexion peut se renforcer ou d'autres peuvent disparaître. Alors ça, il y a un exemple pour le renforcement du signal, comme ça. Je vais vous montrer un exemple via ce petit film. Alors, vous avez ici, voilà à quoi ressemblent les synapses. Ici, vous avez le neurone 1. Ici, la synapse et là-dessous, le neurone 2. Donc, neurone 1 communique avec neurone 2. Ce que vous voyez ici, et c'est elle qui va venir s'animer, c'est pareil. C'est-à-dire ici, vous avez le neurone 1 qui communique au niveau de la synapse avec le neurone 2. Là, vous avez le signal qu'envoie ce neurone 1 et vous allez voir la réaction du neurone 2. S'il arrive, voilà. Maintenant, ici, neurone 1 envoie un signal beaucoup plus fort. Neurone 2 réagit très fort. Et ici, neurone 1 se calme. Neurone 2 continue à envoyer un signal très très fort. Pourquoi? Exactement. Il a intégré. Et c'est un phénomène majeur dans une fonction qui est... Tout à fait. L'apprentissage, la mémoire. C'est ce qu'on appelle en science la potentialisation à long terme, ici au niveau, son petit nom complexe. Et donc ce renforcement, comme ça, justement, cet apprentissage du neurone, d'un neurone à communiquer avec l'autre, eh bien, c'est vraiment majeur dans tout ce qui est mémorisation et donc fonction mnésique au sens large. Oui. Non, non, là parce qu'il n'y a plus le signal de... Ouais, il n'y a plus l'impulsion. Là, c'est une reconstitution en 3D, mais on peut le voir. Hein. On peut le voir, c'est un petit peu moins visuel parce que, vous voyez ici, c'est schématisé ici. Si on voit, on arrive vraiment à le voir au microscope, à le mesurer électriquement, mais c'est des images qui sont à toute petite échelle. Il y avait une question là-bas au bout, non ? Alors, il y a autre chose aussi qui fait partie de cette plasticité neuronale, c'est que, alors, 86 milliards de neurones, vous avez certainement déjà toutes et tous entendu qu'on en perdait chaque jour un certain nombre. Un faux ou un tox? Un faux, ouais. On en perd environ 50 000 par jour. Ça va, avec un stock de 86 milliards. Comment? C'est minime par rapport au nombre de milliards. Exactement, c'est minime par rapport au nombre de milliards. Et il y avait donc un dogme qui était que on ne pouvait pas produire de nouveaux neurones, que le cerveau, eh bien, naissait avec un certain nombre de neurones, que certes on en perdait donc chaque jour un certain nombre, mais qu'il ne pouvait pas y avoir de création de nouveaux neurones. Et on sait maintenant, alors ça a été compliqué à casser ce dogme, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a observé d'abord chez les oiseaux, par exemple, qui ont des cerveaux qui viennent vraiment se modifier de façon majeure entre le printemps et l'été. Puis on a commencé à l'observer aussi dans l'enfance, donc ça a été acquis comme quelque chose qui existait, qui avait suffisamment de faisceaux de preuves pour accepter l'idée qu'il y avait cette création de nouveaux neurones pendant l'enfance. Mais chez l'adulte, ça a été très controversé.
Or, on sait maintenant, parce qu'un certain nombre de techniques ont évolué, ils nous ont permis donc d'aller plus loin dans le décryptage un petit peu de ces mécanismes, et on sait donc que l'on a capacité de créer des nouveaux neurones. C'est pas magique, dans le sens où c'est pas partout dans le cerveau, ça va être dans deux zones bien particulières, qui sont la zone sous-ventriculaire, niveau du bulbe olfactif, et au niveau de l'hippocampe. Donc là, c'est, vous voyez ici ma boule verte, c'est un nouveau neurone qui s'est créé, et donc certains vont venir se connecter à lui, et lui-même va se connecter à d'autres. Sauf que ce que l'on a comme niche là, de neurogénèse dans ces deux petites zones du cerveau, c'est des bébés neurones. C'est-à-dire c'est une pouponnière, ce n'est pas du tout des neurones fonctionnels. Et si ces bébés neurones ne se différencient pas, ne deviennent pas des neurones capables de se connecter aux autres, ils ne servent à rien. Donc, cette neurogénèse, alors il a été calculé que c'est environ 700 nouveaux neurones comme ça, ou plutôt cellules souches neurales, je devrais dire, qui sont créés chaque jour. Donc on est loin des 50 000, hein, mais enfin, ce n'est pas le nombre toujours qui fait la force. Et donc l'hippocampe ici, que vous voyez ici, c'est une structure cérébrale donc hyper importante, on va en reparler, en particulier hyper importante pour tout ce qui est mémoire, justement. C'est cet hippocampe qui va être donc la base pour en particulier venir encoder les nouveaux souvenirs, venir aussi ensuite les restituer. Ce n'est pas la seule zone de la mémoire, là aussi c'est un réseau, hein. Il faut que différentes zones communiquent entre elles pour que la mémoire fonctionne correctement, mais l'hippocampe en est une structure clé. Donc, cette plasticité cérébrale, ça va être la capacité du cerveau à s'adapter, à se remodeler. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça vraiment en prenant le temps? Eh bien, c'est parce que si on revient à cette activité physique, et ici, donc, au sport, c'était des études qui ont été réalisées chez des handballeuses professionnelles, eh bien, et qu'on regarde en fait leur structure cérébrale, donc là on est dans la structure, hein, vraiment dans la morphologie du cerveau, dans la façon dont il est organisé et la densité de chacune de ces structures, donc de l'hippocampe par exemple ou d'autres zones cérébrales. Eh bien, ce qui a pu être observé, c'est qu'il y a une modification de la structure cérébrale et en particulier ici, ce qu'on appelle le tractus corticospinal. Spinal, c'est la moelle épinière. Cortex, donc, c'est la partie périphérique du cerveau, là où, en fait, vont avoir lieu tout ce qui est coordination motrice, coordination visuo-spatiale. Eh bien, on va voir une augmentation de cette zone. Donc, augmentation de la matière grise. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la matière grise. On parle souvent de matière blanche et de matière grise. Là, je n'ai pas une photo pour vous le faire visualiser. Mais la matière grise, ça va être les corps des neurones, les corps cellulaires des neurones dont je vous parlais tout à l'heure. Et la matière blanche, c'est toutes les fibres, hein, tous les axones des neurones. Donc, ici, par exemple, visible sur cette image. Alors, j'aurais pu en prendre plein d'études comme ça qui montrent que cette activité physique permet d'engendrer, ici on est au niveau structural, encore une fois, hein, donc c'est pas rien, quoi. C'est la morphologie du cerveau qui se modifie sous donc, le biais d'activité ici d'handball de façon intensive puisque c'était des professionnels.
Quand je vous disais c'est à tout âge que cette plasticité cérébrale peut avoir lieu, eh bien ici c'est une expérience Princeps qui a été réalisée donc chez des personnes qui étaient de différentes tranches d'âge, où on leur demandait donc de faire un entraînement de jonglage. Donc c'est une tâche qui est complexe, hein, parce qu'il faut venir associer et voir où ça va tomber, et venir mettre donc la main au bon endroit, la lancer au bon rythme, etc. C'est quelque chose de compliqué. Eh bien, on a pu voir que les aires cérébrales, justement, qui étaient associées au traitement de ces informations donc visuelles et motrices, là aussi étaient expandues, étaient augmentées. Et ça a été observé même chez les personnes âgées. Donc, c'est une étude qui est assez ancienne, hein, parce que voilà, elle date de 2008, et c'est quelque chose donc, qui a permis d'observer, de commencer à se rendre compte que ben oui, il pouvait y avoir donc à tous les âges cette capacité du cerveau à se remodeler. Alors c'est les neurones, le remodelage du cerveau, la plasticité cérébrale, c'est les neurones qui se connectent différemment entre eux, qui peut-être renforcent leur connexion, créent de nouvelles connexions, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est circulation sanguine, donc ici tout ce qui est vasculaire, qui va être amélioré. Les vaisseaux sanguins, c'est 650 km, si on vient les étaler, les mettre bout à bout. Et vous savez bien que le sang va permettre le transport d'oxygène, de glucose, donc de l'énergie nécessaire au fonctionnement de toutes nos cellules. Alors, vous voyez ici donc le vaisseau sanguin, la lumière du vaisseau, donc là où circule le sang, les cellules qui viennent former ces vaisseaux sanguins, qu'on appelle cellules endothéliales. Et puis ici, le neurone en bleu, toujours. Et au milieu, des acteurs dont je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui, mais qui sont aussi majeurs, c'est d'autres types de cellules qui sont également dans le cerveau, qui sont ce qu'on appelle les cellules gliales. Les cellules gliales, donc glu, ça vient de glu parce qu'au départ, on pensait que c'était des cellules qui étaient là pour soutenir les neurones, pour les nourrir. Bon, voilà, un petit peu une aide, des petites mains, quoi, mais pas vraiment de rôle majeur dans tout ce qui était fonction cérébrale. En fait, elles sont bien plus que ça. Ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais sachez que dans justement cette communication énergétique entre donc le sang et les neurones, eh bien, elles jouent un rôle important. Vous voyez qu'elles font vraiment un pont ici entre le capillaire sanguin et le neurone. Eh bien, quand on vient faire une activité physique, il va y avoir donc en parallèle de cette augmentation de l'activité neuronale et des connexions synaptiques, eh bien une plasticité neurovasculaire et là aussi une formation de nouveaux vaisseaux. Et c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse. Et pourquoi c'est important ? Parce que ces neurones-là, vous avez vu un qui communiquait avec l'autre tout à l'heure, qui envoyait les informations électriques, l'autre qui répondait encore plus fort. Tout ça, ça demande de l'énergie. Toutes les activités cellulaires, quelles qu'elles soient, nécessitent de l'énergie. Cette énergie, elle est apportée par la circulation sanguine, puisque c'est par le sang qu'est transporté donc l'oxygène via les globules rouges, le glucose donc également, et donc il faut de l'énergie pour que ces cellules fonctionnent. Et je ne vous l'ai pas illustré ici, mais les dernières recherches montrent que ce remodelage cérébral, c'est beaucoup donc chez les jeunes et chez les jeunes adultes de la connexion neuronale qui est modifiée, renforcement des synapses et renforcement du signal, etc. Et que chez les personnes plus âgées, pourquoi est-ce qu'il y a aussi donc les mêmes fonctions améliorées, on va en parler tout à l'heure, eh bien parce qu'il y a une angiogénèse très importante qui se développe. Donc ce n'est pas toujours par les mêmes mécanismes, en tout cas c'est pas ceux qui sont prépondérants toujours les mêmes selon l'âge des personnes, mais en tout cas ça vient
dans tous les cas, avoir le même résultat. Et puis, ben, on a une certaine plasticité musculaire, hein, si on s'active, si on vient faire de l'activité physique. Alors ici, vous avez un muscle coupé longitudinalement. Alors, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais vous avez les fibres musculaires ici. Il y a des fibres musculaires rapides, d'autres qui sont des fibres musculaires lentes. Et c'est des cellules très spécialisées qui sont excitables, elles aussi. Elles sont excitables, elles sont capables de venir se contracter grâce à un système de protéines assez complexe qui permet justement cette capacité aux muscles de se contracter ou au contraire de se détendre. Ils consomment aussi de l'énergie. Ce que je n'ai pas dit encore, qui est présent dans toutes les cellules, c'est que les organites, c'est-à-dire les petits éléments dans les cellules qui permettent de fournir cette énergie, c'est ce qu'on appelle les mitochondries. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais ces mitochondries, en particulier, eh bien, elles fabriquent de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, qui est la molécule énergétique. Donc, il y en a beaucoup dans le muscle, des mitochondries, mais il y en a dans toutes les cellules, c'est indispensable. Et quand, en fait, on va faire peu d'activité physique, voire qu'on va être dans donc la catégorie des personnes sédentaires, eh bien, vous voyez ici que les fibres musculaires vont diminuer. Il va même y avoir une fibrose qui va s'installer et également quelquefois des accumulations de graisse aussi qui donc font que le muscle n'est plus aussi efficace. Et puis, eh bien, les fibres diminuent, les capillaires sanguins également diminuent, et puis le nombre de mitochondries, lui aussi, diminue. Donc, ce qu'on peut appeler le déconditionnement musculaire, eh bien, va avoir ses impacts sur le muscle en lui-même. Alors, quand l'activité physique est réalisée, eh bien, évidemment, ça va venir augmenter la force, augmenter l'énergie. On voit aussi apparaître une amélioration de tout ce qui est vascularisation, donc formation de nouveaux capillaires, c'est ce que vous voyez ici, les petits points en rouge. Augmentation aussi de ces structures complexes contractiles là, dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui vont elles aussi augmenter en nombre. Et également, donc je vous l'ai dit précédemment, quand on ne fait pas de sport ou d'activité, nos mitochondries diminuent. Ben là, ça va permettre, donc, quand il y a une activité physique qui est réalisée, de augmenter le nombre de mitochondries et donc augmenter la quantité d'énergie. Alors, les capacités d'endurance et de force, en fonction de l'âge, ben, vous le savez toutes et tous, on l'a déjà expérimenté depuis longtemps, parce que ça commence assez jeune. Au fur et à mesure de l'âge, eh bien, on perd en endurance, on perd en force, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pathologique, c'est normal, et c'est voilà, le cours de la vie. Alors, vous voyez déjà ici, donc ici on est sur les capacités d'endurance, qui est calculé, je ne vais pas le développer ici, mais par la VO2 max, donc capacité de venir absorber de l'oxygène par minute et par kilo. Vous avez ici, donc c'est un reflet de la capacité d'endurance. Sur les sujets entraînés, mais vous voyez qu'on part de plus haut déjà, et que l'on vient donc certes décroître au fil des âges, des ans, mais que c'est le sujet sédentaire, eh bien, il y a une décroissance aussi, avec ce qui est ici représenté par la ligne pointillée, après un niveau où on arrive dans un seuil de fragilité. Et où là, ben, ça va poser le problème, en particulier de l'autonomie, de la capacité donc à venir pouvoir subvenir à ses besoins de façon autonome. Regardez ici, donc, une personne de 80 ans qui réalise de l'activité physique, eh bien, il a le niveau d'endurance d'un homme de 50 ans qui ne fait pas d'activité physique. Ce qui n'est pas rien.
Quand on regarde la force, donc la puissance, eh bien, c'est du même acabit, c'est-à-dire que petit à petit, au cours de l'âge, il va y avoir une diminution. Mais un individu, parce que quand je dis homme, c'est plutôt un humain, un humain de 80 ans qui réalise donc une activité physique suffisante, eh bien, va avoir l'âge, la force d'un humain de 55 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est loin d'être négligeable. Alors, par contre, ben, en fait, soit on le fait, soit on le perd. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus quelque chose que l'on a acquis et qui ensuite reste stable. C'est-à-dire qu'il faut continuer, bien sûr, à avoir cette activité physique. Alors, au niveau cognitif, donc cognitif, ça va être toutes les fonctions donc d'apprentissage, de mémorisation, de planification, d'attention, de concentration, etc. Eh bien, il y a différents profils. On ne va pas les détailler ici, mais on n'est pas tous égaux, on ne décline pas tous avec selon le même graphe, c'est pas le terme, peu importe, selon le même profil, merci. Par contre, eh bien, le cerveau vieillit, néanmoins, l'effort le préserve, puisque vous voyez ici donc toujours les fonctions cognitives représentées en ordonnée. Et ici en abscisse, alors il n'y a pas d'âge, mais c'est parce que ça peut être différent selon les personnes. Par contre, une activité physique permet donc d'avoir un déclin beaucoup moins important de ces fonctions cognitives tout au long de la vie. Et chose intéressante, c'est quand on se met à faire de l'activité physique de façon un petit peu tardive. Parce que, bah oui, on le sait, puis un jour on se dit, allez, on s'y met. Eh bien, vous voyez que vous avez des fonctions cognitives qui se mettent à décliner de façon beaucoup plus lentement. C'est-à-dire qu'on est maintenant de façon un petit peu parallèle à ceux qui ont commencé plus jeunes. Non, vous ne rattrapez pas le retard, mais vous déclinez moins. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Je voulais ajouter un truc, j'ai oublié. Ah oui, bah j'ai peut-être pas le temps, non, j'ai pas le temps de revenir sur la courbe précédente, mais je dis ça parce que justement on est toujours en train de courir etc. Et quelquefois on sait, mais soit on n'a pas le temps, soit on prend pas le temps. Mais il y a clairement des études qui montrent qu'à l'âge de la retraite, eh bien, il peut vraiment y avoir ces fonctions cognitives qui ne rattrapent pas, mais qui ne déclinent pratiquement plus, ou en tout cas vraiment à un rythme beaucoup plus lent, alors qu'on avait une pente assez forte pendant la vie active. Donc, parce qu'il y a possibilité de se mettre à faire d'autres types de choses. Alors là, aujourd'hui, le thème est l'activité physique. C'est loin d'être la seule chose qui vous permet de maintenir votre cerveau en bonne forme et d'avoir des fonctions cognitives qui soient robustes et qui ne déclinent pas trop vite. Il y a beaucoup d'autres choses. Alors, activité physique, apprentissage et mémoire, eh bien, si on regarde ici les expériences qui ont été réalisées chez les petits animaux de laboratoire pour permettre voir ce qui peut se passer au niveau des mécanismes très précis. En fait, c'est fait chez des petits rats. Les rats sont élevés soit en conditions standards, soit en milieu enrichi, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, à disposition des jouets, une possibilité de venir explorer. Soit, troisième condition, dans des cages où on leur met à disposition une roue, comme un peu la roue de hamster. Et je vous promets, ils adorent ça.
Et donc, ils s'en servent, donc ils font, dès qu'ils ont la roue dans la cage, ben, ils se mettent à réaliser de l'activité physique sans qu'on ait besoin de leur montrer le bâton ou la carotte. Après, par contre, c'est rigolo parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus fainéants que d'autres, hein. Mais tous vont avoir donc cette activité physique. Donc, on a deux groupes. Et quand on vient regarder au niveau de leur hippocampe, vous vous souvenez, cette structure importante dans la mémoire, eh bien, ce qu'on a appelé ici les souris non sportives, en vert apparaissent les neurones de l'hippocampe et en rouge, les nouveaux neurones. La neurogénèse dont je parlais tout à l'heure, eh bien, regardez le cerveau dans l'hippocampe, donc des souris qui ont cette activité locomotrice donc importante, eh bien, il y a une augmentation de la neurogénèse. Est-ce que, en termes de fonction, c'est amélioré? On a fait des tests. Là aussi, différents tests de mémorisation existent. Là, c'est le test de la piscine de Maurice. En 2 mots, vous mettez l'animal dans une piscine, comme ça, ronde, dans laquelle il y a une plateforme immergée qui est juste sous la surface de l'eau. Mais l'animal ne sait pas où se trouve cette plateforme. Puis vous le mettez un jour, puis le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour. Petit à petit, il apprend. Donc au début, il fait des tours et des ratours jusqu'à arriver par hasard sur la plateforme et à y rester. Et au fur et à mesure, eh bien, il y va direct et on mesure le temps, la vitesse qu'il met avant d'atteindre cette plateforme. Et vous voyez, donc c'est un test de mémorisation classique, enfin de mémoire, de test de mémoire. Et vous voyez eh bien, que mes souris sportives, là, qui sont avec les petits points rouges, apprennent plus vite, ont une meilleure mémorisation. Alors, j'ai déjà parlé pas mal du vieillissement cognitif, je vois l'heure tourner, je voudrais vous parler du bien-être aussi, c'est-à-dire du cerveau, de l'activité physique et de l'humeur. Alors bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'on ressent? Quelles sont les sensations que l'on va ressentir quand on se met à faire du sport ou se met à se mettre notre corps en branle? Ça va être quelquefois des douleurs. Ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être un essoufflement, ça peut être différentes choses comme ça. Puis ça peut être aussi quelquefois des sensations de plaisir. Alors en fait, il y a des substances qui sont sécrétées lors d'un effort physique. Et ces substances, alors ici, je reviens à mes messages douloureux, on se remet au jogging ou on se met à la rando qu'on n'a pas fait depuis des années. Ça fait mal, hein, assez vite, on a mal dans les jambes ou on est essoufflé. Et il va y avoir donc ce signal douloureux qui va remonter par la moelle épinière et venir donc envoyer un signal ici à cette petite structure qui s'appelle l'hypothalamus, petite structure cérébrale. Mais donc parallèlement, cet hypothalamus ici, qui est un peu le chef d'orchestre de nos hormones, eh bien, il va produire ce qu'on appelle des endorphines. Vous connaissez certainement les endorphines, ces molécules donc qu'on appelle quelquefois les molécules du bonheur ou du bien-être. Et qu'est-ce qu'elles ont comme particularité, ces endorphines? Eh bien, elles diminuent le seuil de la douleur. C'est-à-dire que pour un même état, on va avoir moins mal que précédemment. Et sachez que ces endorphines, avant que l'hypothalamus les sécrète, il faut plusieurs minutes, environ une vingtaine de minutes. Donc, il faut venir continuer, essayer de rester dans l'activité, même si c'est douloureux. Et souvent, on a le 2e souffle, vous savez, où on a l'impression que jamais j'irai au bout. Et bien, ce 2e souffle, c'est dû aux endorphines qui diminuent la douleur ressentie, en fait.
Et il va y avoir, alors ça a été réalisé donc chez des coureurs expérimentés. On est venu mesurer le taux d'endorphine dans leur sang. Et bien on voit qu'avec après une course donc d'1 heure et demie, on voit dans le sang, alors que c'est, vous voyez, c'est libéré au niveau du cerveau, hein, eh bien c'est visible, y compris dans leur sang, une augmentation d'endorphine circulante. Et quand on vient tester, là aussi on a des tests donc standardisé pour venir mesurer l'humeur, eh bien on voit une amélioration de l'humeur. Et puis il va y avoir autre chose, l'exercice physique, donc c'est des endorphines, et puis c'est aussi l'activation d'une zone ici du cerveau qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale, qui elle sécrète de la dopamine. Dopamine, molécule du plaisir. Alors cette zone vient communiquer avec le noyau accumbens et c'est ce qui va venir donc via l'activation de tout un réseau, encore une fois, le réseau de la récompense, c'est bien donner ces sensations de plaisir. Donc il va y avoir des endorphines sécrétées, de la dopamine sécrétée et donc une sensation de plaisir. Et ce que je n'ai pas mis ici et que l'on pourrait rajouter, c'est qu'il y a aussi l'ocytocine, qui est donc l'hormone du lien, on va dire. Et quand cette activité physique est faite en groupe, un groupe commençant à 2, eh bien, ça vient augmenter aussi la libération d'ocytocine, qui est aussi une molécule très importante dans tout ce qui est bien-être, humeur et donc santé mentale. Alors bien sûr, sport avec modération parce que ça peut devenir aussi quelquefois un petit peu addictif, mais là, c'est souvent les joggers qui vont avoir un petit peu ces... voilà, certains viennent... ce qu'on appelle la bigorexie, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est justement quand il y a une sorte d'addiction, oui, au sport. C'est pas la pire, hein, j'aurais tendance à dire. Donc, l'activité physique et la santé, bien, je vous ai déjà cité tout à l'heure, ça va dans un sens et ça va dans l'autre, c'est-à-dire quand on est sédentaire, 30% de risque supplémentaire de développer des maladies cardiovasculaires, ben là c'est 30 à 50% en moins quand il y a cette activité physique qui est réalisée. Pareil pour le cancer, avec également le cancer du sein, les risques de récidive. Vous avez aussi donc tout ce qui est risque d'AVC diminué de 25%. Prévention de l'ostéoporose aussi, hein, c'est-à-dire cette dégradation petit à petit de l'os et qui donc est risque de chute et de fracture, en particulier chez les personnes âgées. Le diabète de type 2, donc le pancréas réduit le diabète de type 2 réduit de 58%. Et puis, quand j'en étais santé, activité physique, bien-être, eh bien ça diminue de 30% les risques de dépression parce que justement ça vient stimuler la neurogénèse, ça vient aussi baisser le stress, baisser l'anxiété. Et donc, ça a des effets notables, y compris sur ces pathologies psychiatriques. Alors, 2 mots sur activité physique et pathologie, justement. Là, c'est des études qui ont été réalisées donc, pour Alzheimer. C'était là aussi des souris. On a des modèles animaux de différents types de pathologies. Donc là, on peut les appeler les souris Alzheimer. Et vous savez peut-être que une particularité des patients qui souffrent d'Alzheimer, c'est qu'ils présentent dans le cerveau ce qu'on appelle des plaques amyloïdes. Donc, ils ont un petit peu une signature. Ce n'est pas la seule pathologie où on trouve ces plaques amyloïdes, mais en tout cas, elles sont présentes donc, dans la maladie d'Alzheimer. Et on est venu donc prendre ces souris Alzheimer à qui on est venu faire pendant 5 mois la possibilité de faire de l'exercice. Vous voyez, c'est de l'exercice volontaire. C'est encore la roue qu'on mettait à leur disposition.
Et ici, ce que vous avez, les taches blanches, là, eh bien, ce sont les plaques amyloïdes, justement, donc ces dégâts dans le cerveau. Eh bien, vous voyez ici qu'avec de l'exercice, il y a une diminution notable de ces plaques amyloïdes. Et ça, dans le cortex frontal et également dans l'hippocampe. Hippocampe, mémoire, maladie d'Alzheimer, troubles mnésiques importants. Donc c'est vraiment dans les structures clés qui sont touchées dans cette pathologie que ces bénéfices sont observés. Et est-ce que leur cerveau fonctionne mieux? C'est-à-dire, justement, est-ce que pour autant ils ont des capacités mnésiques qui peuvent être améliorées ou pas? Eh bien, c'est le même test que tout à l'heure, la piscine de Maurice, là, chez ces souris Alzheimer. Ici, c'est donc les performances de reconnaissance d'endroit là, de où se trouve la plateforme dans la piscine de Maurice, chez les souris sédentaires. Et vous voyez que chez les souris Alzheimer qui ont fait de l'exercice physique, eh bien, il y a un meilleur apprentissage. Et là aussi, c'est quelque chose qui maintenant est de plus en plus documenté chez l'humain, où on voit des effets bénéfiques donc, de cette activité physique chez ces patients Alzheimer. Alors j'ai la danse aussi, qui est quelque chose donc de très très important. Et en fait, alors j'ai ici cette illustration là avec, c'était chez des personnes qui souffrent de Parkinson. Et avec vraiment la capacité, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos, si vous n'en avez jamais vu, ça vaut vraiment le coup d'aller sur YouTube en sortant et de regarder. Les Parkinsoniens qui bien sûr ont des troubles locomoteurs majeurs, qui ont du mal à avancer, à déambuler, qui arrivent sur la piste et qui se mettent à danser, c'est plus les mêmes personnes. Et c'est des choses où on se dit comment c'est possible, mais c'est en fait tout un tas de réseaux neuronaux aussi, d'apprentissage tout au long de la vie, qui vont être remobilisés, qui vont venir donc activer aussi donc des zones qui n'ont plus trop l'habitude d'être connectées ensemble parce que cette activité ne se fait plus, et puis parce que quand on est atteint d'une pathologie comme ça, évidemment, on marche de moins en moins, on va avoir de moins en moins, ne serait-ce que d'activité locomotrice. Et là, c'est vraiment une étude qui avait été majeure pour montrer que la pratique, donc là c'était du tango, eh bien, restaure une partie de la motricité et de la qualité de vie aussi chez les Parkinsoniens. Donc, il y a un fort potentiel thérapeutique. La danse, alors j'ai pas eu le temps il y a une étude qui est sortie très récemment, là, qui est hyper intéressante, j'ai pas eu le temps de la mettre en diapo, mais qui montre vraiment que cette activité, donc, est une activité physique qui va au-delà de l'activité physique, parce que vous imaginez qu'elle mobilise donc déjà l'oreille, il faut pouvoir entendre la musique, il faut pouvoir reconnaître le rythme, il faut pouvoir coordonner ses mouvements, avoir donc des capacités visuospatiales, parce que soit c'est une danse à deux, il faut être en phase avec son partenaire, ou même si c'est une danse seule, eh bien, il ne faut pas venir cogner le voisin, etc. Ça demande plein de compétences comme ça associées, dont on ne se rend pas compte, bien sûr. Et puis, c'est aussi ensemble qu'on danse. Et on a pu montrer, une des dernières études a montré qu'il y a une synchronie des cerveaux qui s'effectue. C'est-à-dire que vous dansez avec des inconnus, vous n'êtes pas obligé d'être avec vos amis ou votre famille. Et il y a les cerveaux qui se synchronisent. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand le cerveau se synchronise? Il y a cette sensation d'ensemble et toutes ces molécules dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les endorphines, la dopamine, l'ocytocine, qui sont boostées et qui viennent donc renforcer notre bien-être, le plaisir.
Et en fait, ce cerveau, il faut bien avoir en tête qu'il a été, si je veux être finaliste, construit pour le plaisir, pour obtenir la récompense. Et donc, quand c'est quelque chose de plaisant, eh bien, on va avoir tendance à le recommencer, à avoir envie. Déjà, ça va nous envahir donc d'un sentiment de bien-être, mais ça va nous donner aussi une meilleure confiance en soi, ça va diminuer le stress, ça va diminuer l'anxiété, ça va avoir plein de bienfaits comme ça, presque thérapeutiques. Et la danse, donc, c'est vraiment aussi quelque chose qui est hyper, voilà, qui montre avoir plein de vertus. Et je disais tout à l'heure, on danse pas tout seul, c'est pas vrai. Je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive de danser dans ma cuisine. Et de faire le ménage en dansant, enfin, j'aime ça en même temps. Bon, c'est pas spécialement très esthétique, hein, mais en tout cas... Et quelquefois, en fait, certaines personnes disent, mais moi, je sais pas danser. On est plus ou moins fait, on a plus ou moins l'habitude, on a plus ou moins. Alors ces messieurs souvent sont plus enclins à dire mais moi je sais pas danser, mesdames je sais pas vous, mais quelquefois moi j'ai bien envie de me trouver des partenaires de rock et mais non je sais pas danser, mais non je sais pas danser. Et en fait il suffit de fermer les yeux. Fermez les yeux, vous écoutez la musique et votre corps il va bouger tout seul. Et puis on n'est pas obligé de bouger comme le voisin et il n'y a pas non plus de normes, mais on a comme ça cette capacité tout un chacun, une fois qu'on laisse tomber les diktats sociétaux, je vais dire, de pouvoir comme ça se laisser entraîner par cette activité. Et je vous le recommande fortement. Alors, dernière diapo. Une étude qui est très récente, qui est assez simple, parce que, ok, faire de l'activité physique, c'est bien, etc. Comment, quand, pourquoi, enfin... donc, monter les escaliers, ça, on a tous la possibilité soit de prendre l'ascenseur, soit de monter les escaliers un certain nombre de fois dans notre journée. Eh bien, là, ça a été une étude, donc vous voyez, qui était 2 sessions. Il se passait d'une semaine où les participants devaient gravir rapidement 12 marches à 6 reprises, avec à chaque fois 1 minute de repos entre chaque montée. Et le deuxième groupe devait rester assis pendant 5 minutes. Et ensuite, on leur faisait des exercices cognitifs où on venait tester l'attention, la concentration, les compétences visuospatiales, la mémoire, enfin tout ce qu'on veut. Et également, on évaluait leur humeur. Et vous voyez ici, donc, ceux qui ont été les grimpeurs d'escalier sont représentés en vert. Eh bien, ils ont une meilleure flexibilité cognitive. Ça fait partie des fonctions exécutives, ça. La flexibilité cognitive, c'est être capable de venir déjà de passer d'une tâche à l'autre, de mettre en place aussi une autre stratégie pour atteindre un but, pour faire une action toute simple. Donc c'est cette capacité du cerveau à être flexible, à nous permettre d'être flexible dans nos comportements. Eh bien, elle est augmentée chez les personnes qui ont fait juste cette séance-là de montée d'escalier, et l'humeur est aussi augmentée. Donc ça, c'est pas très compliqué. C'est quelque chose donc sur lequel je voudrais finir, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des grandes séances. Les recommandations de l'OMS, on les a vues tout à l'heure, bon, elles sont assez costauds, et tant mieux pour ceux qui arrivent. Mais faire de l'activité physique, c'est faire le ménage, c'est jardiner, c'est aller faire les courses. Allez, on se gare au bout du parking au lieu de se garer à la place la plus proche. C'est faire du vélo si on aime faire le vélo. Enfin, c'est vraiment tout un tas de choses où on peut mettre des petites choses en place. Et puis, eh bien aussi, comment dire, occuper son corps, c'est pas occuper le terme que je voulais employer, mais en tout cas avoir une conscience
de son corps et le remercier en y faisant un tout petit peu attention, au moins 5-10 minutes par jour. Ça peut être par des étirements, ça peut être par différentes choses, mais c'est vraiment un acteur à part entière, pas notre cerveau qui commande et puis notre corps qui fait et qui obéit, c'est vraiment un acteur à part entière. Ils se parlent tous les deux et on a tendance à l'oublier, sauf quand il fait mal, qu'on a un problème de santé, que ça soit donc pour bouger ou autre. Là, on se souvient qu'on a un corps. Alors, autant lui dire merci un peu chaque jour où il est là en bonne santé. Je vous remercie de votre attention.